Merci de votre fidélité à la TFM avec nous ce soir, Monsieur Ngouda Falcane. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation, ainsi un président de la CENTIF et président de l'ONG, l'Alliance contre le crime organisé en Afrique, avec vous pour revenir sur ces questions d'actualité. Vous l'avez suivi grâce à l'exploitation de plusieurs rapports de la CENTIF. Le PJF révèle avoir découvert des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisés pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA. D'abord, quel est votre commentaire sur cette information? Quel est votre avis d'expert? Voilà, je vous remercie, Chérif. Tout ce que je peux dire sur cette affaire, je crois que la CENTIF a eu à faire son travail. Et comme vous le savez, la CENTIF est un organe administratif d'enquête sur des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive. Donc, des faits ont été relevés et des déclarations de soupçons ont été adressées à la CENTIF qui a procédé à travers, comme je le dis souvent, ces procédures internes à l'enrichissement des déclarations avec tous les moyens de droit dont elle dispose. Comme vous le savez, la CENTIF a beaucoup de prérogatives en matière d'investigation. Un droit de communication étendu, la possibilité de faire recours, si vous voulez, à l'information internationale, c'est-à-dire la coopération internationale, du fait de son appartenance au groupe ECMO, qui est l'ensemble des CRF du monde, etc., etc. Bon. Donc, à ce niveau, je crois que le travail a été fait. Ce qu'il faut peut-être déplorer et qui m'a surpris un peu, c'est la présence de toutes les informations contenues dans la déclaration de soupçon dans la presse. Pourquoi? La déclaration de soupçon est un instrument, mais confidentiel. Vous savez, la confidentialité est le socle sur lequel repose la CENTIF. Toutes les cellules de renseignement financier du monde. Donc le verrouillage de la confidentialité est l'un des fondamentaux du fonctionnement du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et tous les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte, j'entends par là les émetteurs de la déclaration, professionnels assujettis, la CENTIF et les destinataires de rapport de la CENTIF doivent, à mon avis, veiller à garder cette confidentialité qui est une arme extrêmement importante. Et qui a fait défaut selon vous? Qui a fait défaut? Bon, je ne sais pas, il y a plusieurs niveaux de risque peut-être. Bon, qui a fait défaut, je ne crois pas que ce soit la CENTIF, parce que la CENTIF est consciente en fait de cela, elle a toujours fonctionné comme ça. Mais il est clair aujourd'hui que le verrouillage de la confidentialité des déclarations d'opérations suspectes est l'un des fondamentaux qu'il convient de respecter. C'est très 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 important. C'est pas écoutez, c'est pas très aisé pour le déclarant, une banque qui déclare, qui demain se retrouve dans un boisson, se retrouve cité dans la presse. Tout le contenu d'une déclaration de soupçon dans la presse, je dis que moi ça m'a paru quand même. Même au nom de la transparence. Non, c'est pas une transparence. La transparence, c'est pas cela. C'est pas cela. Il y a une démarche de travail qui est universelle. C'est les normes internationales. La confidentialité, c'est un élément intangible dans le cadre du fonctionnement de la CENTIF. La transparence, c'est pas de prendre une déclaration de soupçon et de mettre dans la presse. Non. La déclaration de soupçon est l'élément sur lequel s'appuie la CENTIF pour faire son rapport. Et c'est le rapport qui est transmis au procureur aujourd'hui du parquet
Le financier, PJF, oui. qui a l'obligation de le transmettre au juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Oui. Mais c'est ce qui a été fait, non? Bon, mais les informations qu'on a reçues, oui. mais devant l'ouverture de l'information judiciaire, on a vu les informations sur la déclaration de soupçon avant. Très bien. Mais en tant qu'ancien président de cette institution, est-ce que vous vous réjouissez quand même de voir le travail de la CENTIF aboutir à un début d'enquête? Ça a fait défaut dans les années passées. Ah non, attention. Je vous ai dit que la CENTIF a toujours travaillé dans la discrétion et la confidentialité. Il y a eu des retards dans le traitement judiciaire des rapports de la CENTIF. Justement. Mais, bon, cela, bon, ça pouvait se comprendre. Oui. Ça pouvait se comprendre parce que, comme je dis, souvent, peut-être il y a, par-delà la volonté politique qui est derrière, en tout cas, l'enquête, l'enquête ou bien la volonté de faire aboutir ces dossiers-là. Oui. Bon, il n'y a que la justice aussi été surchargée. Mais cela n'a pas empêché quand même que des actions, qu'on ait des actions judiciaires qui ont été constatées, qui ont été relevées, et des condamnations également. Oui. Êtes-vous quand même choqué par ce niveau d'information? On parle quand même de 125 milliards de francs CFA, le PJF qui est sur les traces de 125 milliards de francs CFA. Êtes-vous choqué par ce montant ou bien vous avez vu pire? Mais j'ai vu pire, mais je ne suis pas choqué. Oui. Parce qu'en fait, le rapport de la CENTIF, ce n'est pas... si vous voulez, le rapport de la CENTIF permet, si vous voulez, d'enclencher l'action judiciaire. Oui. Mais la CENTIF n'a pas la qualité pour, si vous voulez, comment dire encore, ne peut pas qualifier l'infraction. Oui, là c'est le PJF qui a été saisi par plusieurs rapports. C'est sur des faits. Cette estimation est provisoire. C'est sur des faits, cela est important. C'est sur des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment de capitaux. Oui. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est pas que ces messieurs sont cités dans le rapport de la CENTIF qu'ils sont inculpés immédiatement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insister sur la présomption d'innocence? Mais oui, c'est le système de lutte contre le blanchiment. Oui. Le rapport de la CENTIF fait foi jusqu'à preuve du contraire. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais le rapport de la CENTIF s'intéresse exclusivement sur des soupçons de blanchiment. Et c'est au PJF maintenant de prendre le relais. Il appartient, n'est-ce pas, au parquet judiciaire, le parquet financier, si vous voulez, d'ouvrir l'information judiciaire qui peut permettre, en tout cas à travers les enquêtes judiciaires, en tout cas d'avoir la bonne information. Oui, 138 dossiers examinés par la CENTIF en 2023, dont 43 transmis au parquet contre 35 en 2022. La fraude, on parle de 473 dossiers, les infractions fiscales, pénales, 41 dossiers et les infractions à la réglementation des charges, 33 dossiers. Est-ce que ces statistiques témoignent du niveau du mal qui serait profond? Oui, mais écoutez, il est extrêmement difficile de lutter contre le blanchiment. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pourquoi ils ont eu à transmettre des rapports. Oui. Ils ont reçu des déclarations de soupçon en 2022, 2023 et même avant. Oui. Et sur ça, ils ont procédé à l'enrichissement de ces déclarations pour parvenir à un rapport qui a été transmis au procureur. Alors, mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, c'est le traitement judiciaire des rapports, la célérité dans le traitement judiciaire des rapports qui sont transmis et les résultats. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte, mais les experts du JABER et du GAFI s'intéressent particulièrement aux résultats
obtenus dans le cadre, si vous voulez, du traitement de ces dossiers. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Composé de magistrats et de personnel technique, le pôle judiciaire financier a été officiellement inauguré le 17 septembre 2024. Diriez-vous que c'est l'instrument qui manquait à notre arsenal judiciaire pour mener à bien la lutte contre la criminalité économique et financière? Tout à fait, Chérif. Oui. Moi, j'ai applaudi quand ça a été mis en place. C'est un parquet exclusivement dédié à l'examen des dossiers portant sur la criminalité économique et financière. Ça, c'est extrêmement important. Oui, oui. Ce qu'il faut tout simplement suggérer, c'est que les magistrats soient en tout cas bien formés. Oui. Et qu'on les laisse travailler. Non seulement qu'on les travaille, mais qu'ils soient bien formés dans l'appréciation des dossiers financiers. Oui. Comme on le dit souvent, le blanchiment de capitaux, c'est pas n'importe qui le fait. C'est-à-dire? C'est des gens extrêmement, souvent, intelligents. Oui. Oui, qui, comme vous l'avez dit, des méthodes sophistiquées pour Absolument. Intégrer les fonds illicites dans le circuit légal. Et en octobre dernier, le Sénégal a été retiré de la liste grise du GAFI. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est une excellente nouvelle. Mais le Sénégal, quand même, a fait énormément d'efforts en matière de... si vous voulez, de conformité. C'était un problème de conformité. C'était des dispositions qu'il fallait intégrer. Le Sénégal l'a fait et il est sorti de la liste grise. Depuis 2021, le Sénégal fait énormément d'efforts en termes, si vous voulez... On est entré dans la liste en 2021. D'orientation stratégique. Mais après de 2021, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans la modification du code pénal, du code de procédure pénale. La corruption est passée de 3 ans à 7 ans. Également, il y a une redéfinition du terrorisme. On a pris compte de la résolution 1373 de l'Organisation des Nations Unies. Tout cela constitue des avancées extrêmement importantes. Il y a également la création de l'ONRAD, l'Office national de recouvrement des créances. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est parvenu à la mise en place du parquet financier. Je crois que il y a des efforts. Là, on est vraiment bien équipé. Non, on est bien équipé au plan stratégique. Contre le blanchiment de capitaux. Au plan stratégique, on est bien organisé. Les instruments sont sur place. Parce que je ne sais pas si vous regardez le président de la République, par exemple, semble être obsédé par la lutte contre la transparence. C'est d'ailleurs Aluntine qui a utilisé ce terme d'obsession. Est-ce que cette volonté politique aussi a fait défaut dans le passé ou pas? Oui, mais il y a eu quand même énormément de problèmes quand même liés à l'absence de volonté politique dans l'efficacité du système de lutte contre la criminalité économique et financière. Ça, il faut le dire. Il est arrivé un moment où même il y a eu des ambitions de modification de la loi pour faire du procureur le maître des poursuites en matière de blanchiment, ce qui pourrait constituer une contrainte fondamentale dans la lutte contre, par exemple, le blanchiment de capitaux. On a voulu également enlever un élément intangible dans le fonctionnement de la CENTIF. Lequel? L'autonomie de décision dans les matières relevantes de sa compétence. Alors, il y a eu une réforme qui était envisagée. On voulait faire de la CENTIF une autorité indépendante. Bon, ça, c'était la porte ouverte à tout. Oui. Et parmi les réformes, d'ailleurs, vous parlez des réformes, lors de la présentation de ses vœux aux Sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé 4 projets de loi sur la transparence et la bonne gouvernance qui seront donc soumis à la représentation nationale. Ces textes concernent la protection des lanceurs d'alerte. Ici même, vous appeliez à l'encadrement de cette loi, ce qui est très important pour vous, mais on a parlé également de la réforme
de l'OFNAC, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Qu'en pensez-vous? Ah oui, je crois que c'est une excellente chose, les lanceurs d'alerte. Mais comme je l'ai dit et je le répète très souvent, il faut les encadrer. Un lanceur d'alerte ne doit pas être n'importe qui. Il donne l'information et il doit donner la bonne information. Je crois que cela est important et il faut qu'il soit quelqu'un d'impartial au sein de la structure où il travaille. Cela est, à mon avis, très important. C'est bon d'avoir ces lanceurs d'alerte, mais il faut les encadrer, et leur permettre de travailler, mais aussi faire de sorte que l'information qu'ils donnent soit des informations pertinentes. Ça, c'est important. Bon, pour l'OFNAC, je crois que moi, quand j'ai entendu l'autre jour le député Amadou Ba parler, j'étais très satisfait. Il a raison. Un organe administratif qui procède à une garde à vue, mais ça, c'est extrêmement grave. Oui, ça, c'est la dernière réforme. Oui, de 2024. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses, je crois, à revoir sur le texte de 2024 qui attribue le pouvoir de garde à vue de 48 heures. Oui, ça, je crois que c'est une erreur fondamentale. Bon, maintenant sur la déclaration de patrimoine, on doit commencer d'abord par faire de sorte que le président de la République puisse intégrer dans la Constitution l'obligation de déclaration de patrimoine du président de la République quand il cesse ses fonctions. Quand il quitte ses fonctions. Parce que quand il entre, il déclare. Mais quand il quitte, c'est là où c'est important. Quand il quitte, il ne déclare pas. Je crois que ça également, il faut qu'on réfléchisse à ça. C'est là où la déclaration prend tout son sens, d'ailleurs. La déclaration est la déclaration peut prendre tout son sens. Oui, c'est à mon avis. De la mission. À mon avis, c'est en ce moment qu'on peut, si vous voulez, apprécier l'évolution du patrimoine de celui qui a dirigé ce pays pendant un certain nombre d'années. Et son appétence pour l'argent ou pas. Mais la déclaration à l'entrée, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et la généralisation? Bon, on va voir. Évidemment, ça va entraîner un travail extrêmement important. Ce qui fait que, bon, moi j'aurais suggéré au président de la République qu'on puisse mettre, comme je le dis souvent, mettre en place une commission spéciale chargée nationale chargée de la gestion des déclarations de patrimoine. De la déclaration de patrimoine. Et qu'on laisse à l'OFNAC, comme le prévoit d'ailleurs la Convention de Mérida des Nations Unies, la lutte contre la corruption. Mais ça, ce serait une institution de plus au moment où on parle de rationalisation? Non, c'est pas une institution de plus. Vous voyez, vous savez, aujourd'hui, on parle de tous les agents publics. Si l'OFNAC est chargé de l'appréciation de toutes les déclarations de patrimoine qui lui sont transmises par tous les agents, ils sont nombreux, les agents publics. Absolument. Mais je dis qu'il passera tout son temps à faire ce travail. Alors que l'OFNAC a une mission de prévention et une mission également de lutte. La prévention, c'est la sensibilisation. Elle a une mission d'enquête. Donc, voilà, je ne crois pas que ça puisse être une institution de plus. L'OFNAC n'est même pas une institution, c'est un organe un organe administratif également, comme la CENTIF, de lutte contre la corruption. C'est pas un organe judiciaire. Aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Ce sont des mots du président de la République. Une question peut-être difficile. Franchement, quel est le niveau de corruption au Sénégal, d'après votre expérience? Je rappelle que vous avez été inspecteur, vous avez travaillé à l'IGE, au Trésor, vous avez été au cœur de l'État, Ngouda Fall Kane. Oui, tout à fait. Non, la corruption au niveau du Sénégal a atteint des limites quand même assez importantes, a atteint des niveaux plutôt, pas des limites, des niveaux très très importants. Seulement, on n'est pas tout à fait en mesure de déceler réellement l'intensité. Mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, et comment la drogue rentre dans ce pays, et comment les politiques publiques étaient menées
on se rend compte que la corruption avait atteint des niveaux extrêmement élevés. Oui. Il est important aujourd'hui qu'on puisse lutter de façon efficace. Oui. Il faut rendre le système efficace. Oui. Il faut que le système de lutte rendre efficace, faire intervenir tout le monde, les populations, les organisations non gouvernementales, la société civile, que tout le monde contribue. Vous savez, la corruption, mais les populations peuvent aider les gens. Hein. Ils peuvent voir évoluer le patrimoine d'une personne qui est à côté et faire un signalement à l'OFNAC. Comme on dit, quand les indices de normalité changent, oui, voilà. Tout de suite... Mais ça va nous faire entrer dans une société de délation. Ah, mais attention. Oui. Attention. L'OFNAC fonctionne sur la base de signalement, hein, c'est pas comme la CENTIF. La CENTIF, le signalement de la CENTIF est encadré, c'est si vous voulez, c'est les déclarations d'opérations suspectes. C'est pas tout le monde qui peut les émettre. Oui. Hein? Dans tous les cas, les nouvelles autorités semblent résolues à lutter contre la corruption. Comment jugez-vous leur action? Oui, je crois que aujourd'hui, la première action positive que moi j'ai perçue, c'est la mise en place et le fonctionnement du parquet financier. Oui. Mais c'est extrêmement important. Oui, ben ça c'était déjà dans le pipe. C'était dans le pipe, mais ce n'était pas mis en œuvre. Oui, bien sûr. Mais oui. Vous savez, au Sénégal, il y a énormément de textes qui sont là, qui auraient pu nous permettre d'avancer depuis très longtemps. Oui, absolument. Oui, qui n'ont pas été... souvent que nous avons les meilleurs textes. Nous, les meilleurs textes. Vous savez, on a eu l'avantage d'avoir de grands commis de l'État. Absolument. Qui ont énormément travaillé. Vous prenez sur le plan financier un homme comme Ousmane Diop, qui était trésorier général du Sénégal. Vous prenez un homme comme Mamadou Lamine Loum, etc. Des statolâtres, comme on dit. Mais de grands commis. Des gens... qui avaient le culte de l'État. Qui avaient le culte de l'État. Absolument. Qui avaient une notion extrêmement... élevé de l'État. Et comme on le dit très souvent, on n'apprend pas l'État au sommet. C'est des gens qui sont partis de la base vers le sommet. Comment certains... ils ont appris l'État. Bien sûr. Donc voilà. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités ont eu vraiment la pertinence de mettre en place le parquet financier, c'est important. Oui. Alors, une question d'actualité, le président de la République a présidé ce matin la rentrée des cours et tribunaux, mettant l'accent sur l'ouverture et la modernisation du système judiciaire. Il a invité les acteurs du secteur à s'adapter aux exigences du contrat social renouvelé. Bassirou Diomaye Faye a parlé, pour lui, un système clôturé à lui-même ne peut pas faire peuple. Là, il parlait peu ou prou de l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature. Vous le savez, l'UMS a opposé un niet catégorique. Pour le président de la République, on doit se garder de la tentation de l'entre-soi. Quel est votre avis? Mon avis sur le Conseil supérieur de la magistrature, c'est que le président continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, moi, je suis d'avis. Je crois que c'est... oui, je crois que c'est important. On ne peut pas laisser... Il ne peut pas laisser le Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas être jugé parti. Et en ce qui concerne l'ouverture à des acteurs divers, c'est un dissensus lors des assises. Quels acteurs? Il ne faudrait pas aussi... quand même, parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une instance extrêmement importante. On ne peut pas mettre n'importe quel acteur. Quels acteurs? C'est ça le problème. Et la tentation de l'entre-soi, comme dit Bassirou Diomaye Faye, la tentation de l'entre-soi et du repli. Non, écoute, moi je ne suis pas... parce que lui, apparemment, il est pour l'ouverture, parce qu'il le dit. Mais si les magistrats eux-mêmes ne veulent pas l'ouverture... Il les invite à s'adapter aux exigences du contrat social renouvelé. Pour lui, on ne peut pas... ce système clôturé ne permet pas de faire peuple.
Oui, mais je crois que la discussion doit continuer autour, la réflexion plutôt, doit continuer autour de cette affaire. Vous êtes contre, hein? Non, moi je suis pour... Sa présence comment dire, sa présence au sein en du tant Conseil. que président du Conseil supérieur de la magistrature. En revanche, on ne peut pas ouvrir ça à monsieur... non, ça dépend de quels acteurs. C'est-à-dire la réflexion doit continuer. L'UMS certainement a ses raisons. Hein. L'UMS dit niet. Hein. Oui, elle a ses raisons. L'UMS a ses raisons. Oui. Bon, moi je ne suis pas de la magistrature, je ne peux pas discuter de cette affaire-là, mais je crois que la réflexion peut continuer à être menée autour de cette affaire-là. Très bien. Merci beaucoup, Ngouda Falcane. Merci, Chérif. C'est un plaisir de vous recevoir. Ancien président de la Saintif et président de l'ONG Alliance contre le crime organisé en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.